Et bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Merci de vous rejoindre, de vous joindre à nous pour un de nos midi conservation mensuelles organisés par le réseau des milieux naturels protégés. Pour ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois, sachez que votre micro et votre caméra sont désactivés, donc vous pouvez toujours nous envoyer des petites réactions ou des petits bonjours via le chat. Mais tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions par contre en les écrivant directement dans la boîte Q&R. À la fin aussi, vous aurez l'occasion de vous signaler si vous souhaitez poser votre question de vive voix. Donc, vous aurez ce choix-là. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathias Rochelot-Duplain, professionnel multidisciplinaire en agriculture, bioécologie et mycologie. Il détient une formation en technique de gestion d'entreprises agricoles de l'Institut national d'agriculture biologique du Cégep de Victoriaville et une technique de bioécologie du Cégep de Sainte-Foy. Il est aussi directeur général et cofondateur de Mycosphera. Nous accueillons aussi Jonathan Casabonne, doctorant à l'UCAT, spécialisé dans les champignons des vieilles forêts boréales. Il étudie notamment leur rôle dans le stockage du carbone et il est aussi cofondateur et président de Mycosphera. Donc ensemble, ils vont nous parler bien sûr de champignons, hein, sans surprise, de leur rôle en conservation, mais aussi du travail qu'effectue Mycosphera pour démocratiser l'accès à la mycologie. Jonathan, Mathias, merci beaucoup d'être présents. Je vous cède la parole, vous allez pouvoir partager vos écrans et je vous souhaite à tous d'être un excellent webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nelly pour la présentation. C'est ça, donc merci, c'est ça, merci pour la présentation. On est avec Mathias vraiment très très heureux et très content de pouvoir participer à ce midi de la conservation pour aborder, comme tu l'as dit là, un petit peu aussi un sujet qui est très peu souvent, qui est pas souvent abordé lorsqu'il est question de biodiversité et de conservation. C'est pas la conservation des animaux ou des plantes, mais celle des champignons. Et avant de commencer, donc notre présentation, elle sera en deux parties. Moi, au début, je vais faire une présentation pour vous un peu fixer le cadre, contexte de la conservation des champignons un peu à l'échelle mondiale, où est-ce qu'on en est au Québec et où est-ce que l'on s'en va. Et ensuite, Mathias prendra le relais, il enchaînera pour vous parler vraiment plus d'enjeux vraiment concrets de la collecte de données de champignons, les approches d'inventaire que l'on fait et un peu tout notre workflow de travail au sein de Mycosphera et parler un peu de sciences citoyennes, un peu de manière générale. C'est un peu ça le déroulé. Je vais commencer à partager ma présentation. Alors, ok, donc normalement, vous devrez tous voir ma présentation. C'est bon. Merci pour le hochement de tête. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, je voulais commencer la présentation en vous fixant un peu dans le contexte dans lequel on est actuellement à l'échelle mondiale. Donc, c'est-à-dire que notre organisme, Mycosphera, donc, qui a pour but donc, de faire avancer les connaissances et la conservation des champignons à l'échelle du Québec et du Canada, entre guillemets, c'est pour dire qu'on n'est pas juste seul au monde, dans le sens où on s'inscrit dans un mouvement qui est beaucoup plus global, qui vise à mettre sur un même pied d'égalité les champignons avec la faune et la flore dans les politiques environnementales et les discussions autour de la biodiversité de manière générale. Pour vous illustrer ça, je vous ai mis trois exemples sur la diapositive. En bas à gauche, vous avez donc un plaidoyer, c'est un plaidoyer pour la conservation des champignons qui a été rédigé par le gouvernement du Royaume-Uni, le Chili et également un organisme non gouvernemental qui s'appelle The Fungi Foundation, qui a été présenté lors de la COP 16, qui invite les parties à s'engager pour la conservation des champignons. Elle n'a pas reçu malheureusement suffisamment de signatures pour qu'elle soit sur l'agenda là, de la Convention sur la diversité biologique, mais elle sera présentée et discutée de nouveau à la prochaine COP 17 l'année prochaine en Arménie. En haut à gauche, je vous ai mis très récemment également lors du Congrès mondial de la nature qui s'est déroulé à Abu Dhabi où avec Mathias et des collègues de Nature Québec, on a eu la chance de participer. Je vous en dirai deux mots un peu plus vers la fin de ma présentation. C'était une motion qui a été votée, enfin, qui a été votée de manière électronique par les membres qui visait à mettre beaucoup plus d'efforts pour la conservation des champignons et des invertébrés de groupes qui sont généralement sous-étudiés. Et à droite, un exemple beaucoup plus local d'un article de David Savoie qui est paru pareil très récemment, qui montrait cette volonté qu'il y a même à l'échelle du Québec de faire plus pour mieux protéger les champignons du Québec. Donc tout ça, ce contexte-là nous pose une question, c'est pourquoi?
Pourquoi mettre autant d'efforts? Pourquoi parler autant de champignons? Pourquoi vouloir mieux les protéger? Il y a trois principaux arguments que je vois à ça. Le tout premier, c'est que les champignons sont un groupe qui sont ultra diversifiés. Si on veut parler en termes un petit peu de nombre d'espèces, disons qu'actuellement on en a décrit un petit peu plus de 155 000 espèces de champignons, mais la réelle, on va dire le nombre estimé d'espèces qu'il y aurait sur la planète, il y a énormément de chiffres. L'un des plus conservateurs serait autour de 2,5 millions d'espèces de champignons sur la planète, ce qui en ferait l'un des groupes d'organismes les plus diversifiés sur notre Terre, derrière les insectes. Un autre argument, c'est que, pour résumer ça, sans champignons, pas d'écosystème, également pas d'humanité. On sait que les champignons sont partie prenante d'énormément de services écosystémiques, font partie intégrante du fonctionnement des écosystèmes. C'est eux qui sont les seuls à pouvoir décomposer la matière organique et des molécules aussi complexes que la lignine, par exemple. Il y en a qui forment des associations avec les racines des arbres, des associations à bénéfices réciproques, qui contribuent à la santé, la croissance, la protection des plantes, de nos forêts, mettons, au Québec. Également, on a, mettons, plein de parasites, de pathogènes qui, contrairement à leur mauvaise réputation qu'on leur accorde souvent, contribuent également au fonctionnement et à la dynamique naturelle des peuplements forestiers. Notamment, c'est eux qui contribuent à créer de la mortalité et donc à dynamiser les peuplements, notamment les vieilles forêts. Et si on veut parler un peu économie également, les champignons sont au cœur de notre économie. Il y a des estimations très récentes qui estiment la contribution globale des champignons à l'économie à 54 trillions de dollars américains, ce qui est énorme. Et ils sont également au cœur aussi de de nos sociétés, des liens que l'on a avec la nature, l'art, la littérature, et j'en passe. Ensuite, trois derniers arguments qui devraient suffire à lui seul en tant que tel, au-delà du fait que les champignons, comme tout autre organisme, ont leur propre valeur intrinsèque et leur droit à être également protégés, c'est le fait que les champignons sont eux aussi menacés. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les champignons, ils font face aux mêmes menaces que tous les autres organismes. Donc, que ce soit la fragmentation des habitats, l'urbanisation des sols, l'aménagement forestier, les coupes, la pollution, etc. Et si l'on prend les chiffres donc, de l'Union internationale pour la conservation de la nature, où il y a des espèces de champignons qui sont listées, il y en a 32% de ces 1302 espèces de champignons qui sont listées, 32% qui sont considérés comme menacés, selon ces données de l'UICN. Donc voilà pour l'aspect un peu global. Si on vient au Québec, enfin, avant de venir pardon, au Québec, là, en termes un petit peu plus de où est-ce qu'on en est en termes de chiffres par rapport aux autres groupes, je vous ai donné quelques chiffres. Donc, on connaît 155 000 espèces de champignons décrits sur la planète. On en estime 2,5 millions, ce qui veut dire qu'on connaît moins de 10% de la diversité des champignons qu'il y a sur la Terre déjà. Et si on regarde donc ces fameux champignons qui sont listés par l'UICN, ça ne représente que moins de 1%, exactement 0,8% des espèces de champignons que l'on connaît actuellement qui ont été listées qui sont sur les listes rouges de l'IUCN. Vous le voyez à droite sur le petit graphique. On peut s'en réjouir, 1302 espèces, c'est quand même une étape importante où on est parti quasiment de rien. Mais vous voyez que par rapport aux animaux et aux plantes, il y a encore un énorme fossé. Maintenant, on regarde au Québec. Donc, en termes de diversité de champignons que l'on connaît au Québec, on a documenté environ un petit peu plus de 2500 espèces de ce qu'on appelle macro-champignons, ce qu'on voit à l'œil nu, pied-chapeau pour la plupart, classiques. Et si on prend donc des données qui sont tirées du rapport Espèces sauvages 2020, qui est un rapport qui vient notamment qui vient du fédéral et qui est publié tous les 5 ans, qui fait un peu l'état entre guillemets, l'état de santé des espèces qu'il y a au Québec et dans les différentes provinces et qui font des rangs également de risque d'extinction, un peu comme ce que font les UCN, avec quelques différences méthodologiques, mais là, c'est vraiment axé nord-américain. Et selon ces dernières données 2020, si on regarde au Québec, on a donc environ une vingtaine d'espèces en situation critique, un petit peu plus de 470 espèces qui sont considérées comme menacées. Et là, si on revient au niveau de l'IUCN, on a quelques espèces, je vous les ai mis 140 espèces environ, de champignons qui sont documentés au Québec et qui sont également présentes sur la liste rouge de l'UICN. Juste, je mets un petit... Enfin, faut prendre ce chiffre avec des pincettes parce que bon nombre de ces espèces qu'il y a dans ce chiffre, qu'on retrouve au Québec, ils ont également une partie de leur répartition qui sont notamment en Europe. Et on se rend compte avec l'évolution de la biologie moléculaire et de la taxonomie, dans la description des espèces, on se rend compte souvent que les espèces que l'on a dans le nord-américain, en particulier au Québec, sont des espèces au final différentes de celles qu'il y a en Europe. Donc ça remet en cause les statuts de conservation qu'elles auraient pu avoir. C'est juste pour mentionner ça, à l'avoir en tête. Et donc le prochain rapport devrait sortir normalement d'ici la fin de cette année, en tout cas.
C'est quelque chose à avoir en tête. Là, je vous ai mis juste un exemple d'une espèce, pour le coup, qui est considérée par de nombreux auteurs, certains auteurs, comme endémique, on va dire, du sud du Québec et du nord-est américain, qui est présente sur la liste rouge, justement, de l'UICN et qui a été publiée en 2017, cette espèce d'amélite. En termes législatifs, si l'on regarde, donc, on a donc à l'échelle du Québec la loi provinciale sur les espèces menacées et vulnérables. Je vous ai souligné, on voit qu'elle s'applique donc aux espèces fauniques et floristiques. À l'échelle du Canada, c'est légèrement mieux. Vous le voyez, la loi sur les espèces en péril, ou le SARA en anglais, s'applique pour les animaux, les plantes et les autres organismes, autres que bactéries et virus. Donc, indirectement, ça inclut également les champignons. Sauf que on sait que depuis 1969, donc ça fait quand même un petit moment, on sait que les champignons forment un règne à part entière du vivant qui est distinct des plantes et des animaux. Donc, de fait, la loi provinciale à l'échelle du Québec ne s'applique pas aux champignons, peu importe, on va dire, les intentions initiales du législateur. De fait, elles ne s'appliquent pas aux champignons. Ce qui fait qu'on a des listes officielles au Québec d'espèces menacées ou vulnérables de plantes et d'animaux, vous le voyez, mais donc on n'en a aucune actuellement pour les champignons. À l'échelle du Canada, je vous l'ai dit, ben, on n'a aucune espèce de macro-champignons qui sont sur la liste, enfin, sur la loi sur les espèces en péril, sur leur liste à l'échelle du Canada. On a 29 espèces de lichens, il y en a une dizaine d'autres espèces de lichens qui sont en cours de processus pour être listées. C'est ça, donc je passe très vite là-dessus. Ensuite, donc, voici un peu l'état des lieux. Maintenant, la conservation des champignons donc, fait face évidemment à de nombreux défis. Il y en a trois grands défis que je vous ai mis. Donc, le premier, pour illustrer ça, j'ai repris les données donc, du dernier rapport 2020 espèces sauvages. Vous voyez donc, vous voyez pas mon pointeur, je pense, il y a la petite barre justement à l'échelle du Québec. Si on regarde donc, par rapport au nombre d'espèces de champignons qu'on a documenté au Québec, donc il y en a un peu plus de 70% qui ont été donc évalués avec justement les rangs utilisés dans ce rapport. Mais si on regarde plus en détail, on se rend compte qu'il y a plus de la moitié au final des espèces de champignons que l'on connaît au Québec qui ont été soit pas évaluées, donc depuis 2020, soit qui sont dans la catégorie, qui sont tombés dans la catégorie inclassable, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de données, pour faire simple, pour leur attribuer un rang de menace ou pas. Donc, tout ça, ça illustre en fait qu'on manque cruellement donc, de données d'occurrence et d'habitat, donc des données géospatialisées, à la fois pour des espèces donc, menacées, rares, mais on se rend compte aussi qu'on manque de ce genre de données-là, même pour des espèces que l'on considère comme communes de champignons. Et ces données sont importantes parce que c'est ces données-là qui vont servir pour évaluer les tendances, la dynamique temporelle et spatiale des populations de champignons. Et ça, c'est un critère euh, extrêmement important pour faire les évaluations, que ce soit au niveau de l'UICN ou du nord-américain avec rapport espèce sauvage. Donc, on ne sait pas ce qu'on est en train de perdre ni à quelle vitesse, malheureusement. Et en plus d'avoir ce manque de données, on se rend compte qu'il y a un biais également spatial. Donc ça ne s'applique pas qu'aux champignons, mais c'est particulièrement vrai pour les champignons. C'est que la majorité des observations que l'on a, je vous ai pris des données d'anaturalisme juste pour illustrer le propos, qui sont concentrées au sud, proche des villes et des routes. Ça, c'est un biais qui est connu. Et donc, de fait, on a également peu de données sur les champignons que l'on a dans les aires protégées et les réserves que l'on a au Québec. Donc, est-ce qu'on connaît la diversité fongique sur tout le territoire du Québec? Évidemment, non. Et l'histoire des aires protégées, ça pose la question de est-ce que les aires protégées qui sont actuellement mises en place au Québec, est-ce qu'elles protègent réellement la diversité des champignons que l'on a au Québec? On ne le sait pas, donc on ne peut pas le savoir si on n'a pas de données pour regarder ça. Très probablement que ce n'est pas forcément le cas, malheureusement. Pour finir, dans les derniers défis, on l'a vu, bon, l'absence de représentation des champignons dans la loi. Mais également, notre problématique, c'est très peu, juste pour ne pas dire aucun, de postes universitaires qui sont vraiment avec un mandat pour la conservation des champignons. C'est vrai au Québec, c'est vrai aussi au Canada, il y en a très très peu. Et de manière générale, il y a très peu également de débouchés professionnels dans les domaines de la mycologie. Et enfin, un manque également d'enseignement de la mycologie. On a très peu de cours qui sont offerts au Québec. Il y en a quelques-uns au cégep, à l'université. Pour ceux qui sont à l'université, à ma connaissance, ils sont tous au niveau du premier cycle et à ma connaissance également, il n'y en a aucun qui sont obligatoires. Ça reste des cours optionnels.
Donc, face à tout ce constat, on a été plusieurs donc à vouloir se rassembler pour faire face à tous ces défis et les combler. C'est là donc qu'on a décidé, 8 cofondateurs, donc de créer donc Mycosphera, qui est un organisme à but non lucratif, qui est un organisme très jeune, dans le sens il a été enregistré cette année, en juin de cette année, même si le groupe qui le constitue et l'idée sont là depuis bien plus longtemps et on est déjà présent avec des activités autres dont je vais vous parler bien avant l'enregistrement officiel de l'organisme. Et donc, je vous ai mis les principales missions, très simples, donc documenter la diversité des champignons au Québec, faire avancer leur conservation également, rassembler tous les acteurs autour de cet enjeu-là, de mieux connaître et mieux protéger les champignons, et sensibiliser tous les acteurs de la société, grand public et autres, les politiques, à l'importance des champignons dans nos vies et à quel point c'est dans notre intérêt de les protéger. Donc, les deux mots pour moi qui résument Mycosphera, entre autres, vous allez voir, Mathias va vous en parler également, c'est science citoyenne et transdisciplinarité. On est quand même un groupe avec énormément de disciplines qui sont complémentaires. On a énormément d'étudiants, on a des citoyens scientifiques, on a des professeurs également. Là, je vous ai dit, on est 8 cofondateurs. Si on prend actuellement tous les cofondateurs, tous les membres du conseil d'administration et tous les membres individuels au BNL, puisque vous pouvez également adhérer en tant que membre individuel ou si vous êtes une OBNL à Mycosphera pour soutenir la mission et participer avec nous à nos activités. On est environ une quarantaine, 45 actuellement dans l'organisme. Donc, avant de finir ma présentation, je vais vous présenter donc rapidement qu'est-ce que l'on fait, des actions concrètes, nos 3 axes concrets pour combler tous ces gaps, en fait, la conservation. Le premier, c'est faire des inventaires. Donc, accumuler de la donnée avec des inventaires standardisés, notamment dans des zones qui sont à fort intérêt pour la conservation. Donc, des inventaires, là je vous ai mis des exemples d'endroits où on a déjà fait où on fait actuellement, où on a déjà fait des inventaires. Donc on va de la récolte à l'identification, on fait également du séquençage des récoltes pour s'assurer de l'identification des spécimens. On les met également en fongarium, ce qu'on appelait avant les herbiers mycologiques. On fait également de la macrophotographie pour documenter certaines espèces qui peuvent être plus rares ou d'intérêt. Et toutes les observations que l'on fait lors de nos inventaires sont automatiquement mises sur iNaturalist pour qu'elles puissent être disponibles à la communauté scientifique. Et les objectifs à long terme de ces inventaires standardisés, c'est donc de pouvoir comment dire, que les citoyens scientifiques et même le gouvernement puissent avoir des protocoles standardisés pour accumuler de la donnée sur les champignons. Le gouvernement a des protocoles d'inventaire standardisés, c'est disponible sur le site du gouvernement pour plein de groupes d'organismes, pas de champignons. Et l'idée derrière, c'est d'avoir de la donnée géospatialisée pour qu'un jour, on l'espère, on pousse pour que ces données soient au moins prises en compte, soit dans l'équation dès qu'il est question de mettre en place des aires protégées, ou on l'espère un jour établir une première liste officielle des espèces de champignons menacés ou vulnérables au Québec. Et également mettre en place nos objectifs pardon, sur lesquels on travaille fort actuellement, c'est pouvoir faire du séquençage nanopore, donc rendre accessible et disponible le séquençage aux citoyens scientifiques et à la population pour pouvoir séquencer les récoltes de champignons qui sont à l'échelle du Québec. Et enfin, donc, on a énormément, on est beaucoup d'activités en termes d'éducation à la mycologie et de communication. On a déjà donné des cours de mycologie à l'université, on tient beaucoup de kiosques lors d'événements, on donne beaucoup de conférences et de présentations publiques. On essaie de couvrir les médias dès que l'on peut. Également, une exposition muséale qui est en cours et qui sera, il y aura sans doute plus de nouvelles l'année prochaine. Mathias pourra vous en dire quelques mots là-dessus. Également, pour finir, un dernier point sur lequel on travaille également fort, c'est rendre la conservation des champignons interdisciplinaire, transdisciplinaire, parce qu'on est convaincu, moi le premier, que on ne peut pas faire de la conservation des champignons qu'entre mycologues. Il faut qu'on tende la main à tous les acteurs de la conservation de la faune, de la flore, les biologistes, le secteur forestier. Et là, je vous ai mis des photos, justement, dont une où on a eu la chance, avec nos partenaires de Nature Québec, d'organiser un panel de discussion sur l'enjeu de la conservation des champignons au Québec lors du dernier congrès mondial sur la nature qui s'est déroulé à Abu Dhabi et où l'une des questions était justement comment des organismes de conservation qui font pas de conservation des champignons en tant que tels au départ, comment eux, à leur échelle, peuvent faire pour aider à mieux connaître et mieux protéger les champignons. C'est ça, donc je termine la présentation avec également, dernier point, c'est reconnaître la fonge dans le cadre législatif québécois. Pour illustrer ça, je vous ai mis donc une lettre ouverte que l'on a écrite l'année dernière, qui a reçu plus de 60 signatures de professeurs, professionnels, euh, euh,
des biologistes, que ce soit au Québec ou même ailleurs, et où le message, c'était que la communauté mycologique et scientifique au Québec, elle est prête pour mieux connaître et mieux protéger les champignons. En plus, Mathias va vous en parler, on a vraiment un terreau fertile vraiment pour devenir un peu des leaders dans ce domaine-là, mais il faut que le gouvernement accompagne cette communauté, notamment d'un point de vue législatif, pour accompagner ce mouvement. Donc voilà pour ma présentation, pour opposer tout le contexte. Maintenant, je vais laisser Mathias partager sa présentation. Merci beaucoup. Je le présente à l'instant. Ce sera pas bien long. Je vais commencer le partage d'écran. Jonathan, je pense que l'exposition muséale t'avais pas présenté les photos, hein, je crois. Non. C'est parfait. Je vais faire un tour rapide en complétude. Est-ce que vous voyez mon écran à l'instant? Oui, parfait. Donc, pour rebondir un peu sur la finale de Jonathan, donc la transdisciplinarité, d'essayer d'aller par tous les horizons possibles, démocratiser la mycologie. Et puis, on a trouvé bon et innovant d'utiliser des domaines qu'on n'aurait pas pensé de premier abord pour démocratiser le sujet, c'est l'art. Puis, on a une des cofondatrices qui est doctorante en muséologie, restauratrice, conservatrice à l'Université Laval. Donc, on a une exposition muséale là, qui parle des champignons. Fait que c'est une des façons qu'on essaie aussi d'aller mobiliser les gens autour de la démocratisation de la mycologie. Puis on était présent au Festival des champignons forestiers de Kamouraska. Là, c'est le genre de kiosque qu'on tient. Fait que ça complète avec les photos juste pour vous donner des idées. Donc, de la donnée du terrain au laboratoire. Donc maintenant, vous comprenez un peu mieux le portrait que Mycosphera, dans lequel s'inscrit, sur quel momentum international aussi on surfe, et la vague que nous sommes en train même de créer au Québec pour la surfer. Puis ça passe par du concret finalement. Faut récolter de la donnée. Et la raison pourquoi que les champignons n'ont pas été pris en compte, c'est que la structuration des données scientifiques qui sont liées à la mycologie, c'est extrêmement fastidieux, c'est coûteux en temps. Puis aujourd'hui, à cause des nouvelles technologies, on voit les appareils photo, on voit les microscopes et on verra plus tard les bases de données. C'est comme ça qu'on arrive maintenant à un ère où on ne pouvait peut-être pas avant, mais que maintenant on peut et on n'a plus de raison de ne plus les inclure dans les inventaires de biodiversité à l'échelle québécoise et canadienne. Mais il faut comprendre le contexte, quantité versus qualité. C'est toujours ça, en fait, la rivalité de la prise de données. C'est à quel coût, puis qu'est-ce qu'on peut réellement prendre et qu'est-ce qui aura un impact. Parce que c'est bien beau de dire que des champignons sont en danger, il faut les protéger, mais il faut les soutenir avec des données, puis c'est pas des processus qui s'alimentent du jour au lendemain. Donc, le défi des inventaires, puis beaucoup d'entre vous, je vois que vous êtes géomaticien, botaniste, vous êtes issus de différents milieux de la biologie ou de la géologie. Euh, Vous savez comme moi que, par exemple, la faune, ça se déplace, on peut les compter. La flore aussi, on peut les compter, ils ne se déplacent pas, les graines se déplacent. La fonge, qu'est-ce qu'il en est-il? Vous savez que le champignon, c'est seulement la partie visible de l'organisme et le mycélium est sous terre. Et donc, les défis qui en découlent, c'est la nature cryptique et éphémère des champignons. Extrêmement difficile d'avoir des données standardisées si finalement on ne compte que les fruits finalement de l'organisme. Quel impact réel a-t-il sur le mycélium? Et puis faire des inventaires, ça devient biaisé de faire des inventaires à ce niveau-là. Ensuite, les échelles et les coûts. Vous allez voir que le nombre de données qu'il faut prendre pour standardiser les inventaires, ils sont quand même assez fastidieux, donc ça multiplie les coûts. Et puis, les échelles aussi sont agrandies à ce niveau-là. Il faut couvrir des zones, des vastes zones géographiques, parce que si on veut avoir des données de référence, on ne peut pas que faire certains territoires. Donc, ça rend pratiquement impossible l'évaluation de l'état des populations. On dit impossible, on verra les solutions qui en découlent à ça. Puis la taxonomie est extrêmement complexe, extrêmement changeante. Comme Jonathan le disait, on a des espèces qui étaient autrefois nommées par les Européens. On fait le séquençage génétique. Maintenant, on se rend compte que ce sont des espèces qui sont nord-américaines. Puis, je parlerai des Russules récemment, là, dans lequel le ménage a été récemment fait par des mycologues québécois. C'est particulièrement vrai pour certains groupes de champignons. Donc, une des solutions, c'est la science citoyenne, une force collective. Et comprenons le contexte de la science citoyenne. Qu'est-ce que ça solutionne? Ce sont les échelles. On peut avoir des échelles massives de prise de données. Donc, on vient de répondre au fait que on manque de données, puis les territoires sont trop grands. Ben, utilisons les citoyens comme des sentinelles pour la collecte de données. Mais il y a un nouveau problème qui vient d'apparaître, c'est la qualité de la donnée. À quel prix?
Après ça, le rapport coût-efficacité élevé, donc les gens ne travaillent pas, théoriquement ne travaillent pas, c'est pas des salariés de l'organisation, donc on vient aussi lisser la courbe du prix que ça le coûte. Puis l'engagement et la sensibilisation, c'est que ça sert à une de nos missions. La science citoyenne, ça permet de rapprocher les gens aux enjeux de l'écologie et de la biodiversité. Donc, comme on remorque les enjeux d'éducation avec la science citoyenne. Donc, à l'échelle internationale, la science citoyenne, c'est pas nécessairement, c'est pas une nouvelle idée que nous, on a. Il y a déjà, en fait, des grands projets à l'échelle internationale qui sont déjà mis en place. L'un des plus évidents, c'est iNaturalist, que la plupart des gens ici connaissent. Donc, une plateforme mondiale reconnue avec énormément de données, puis même des chercheurs les utilisent. On verra aussi les enjeux de iNaturalist un petit peu plus tard. Mais spécifiquement au niveau de la fonge, Mycosphera, finalement, n'invente pas grand-chose. Ben, on invente une certaine partie, mais on n'invente pas grand-chose du fait que on essaie de se calquer sur des solutions qui marchent déjà ailleurs, particulièrement en Europe et particulièrement aux États-Unis. Puis, je pense à la Fungal Diversity Survey. C'est la plus grande initiative de biodiversité citoyenne pour la biodiversité fongique en Amérique du Nord. Et puis, la Fungal Diversity Survey, ils ont un mandat de faire de la collecte de données pour les champignons. C'est une initiative entièrement de sciences citoyennes qui utilisent dans leur protocole iNaturalist. Et leur philosophie, c'est plutôt le nombre. On va voir, là, tantôt on parlait de quantité versus qualité. Vous allez voir que Mycosphera essaie de se positionner à l'intersection, vraiment dans le milieu entre la quantité de données générées et la qualité de données parce qu'il y a un piège à trop vouloir focuser sur la quantité de données. La Fungal Diversity Survey font un très bon travail. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des campagnes d'échantillonnage de sciences citoyennes avec des étiquettes. Les gens impriment des étiquettes. Tout est pris en photo, tout est déposé sur un naturaliste et tout est séquencé. Donc, on a accès maintenant à une multitude de séquences génétiques, mais le défaut, c'est que la qualité de la donnée, c'est qu'il n'y a pas nécessairement des protocoles standardisés pour la récolte de données. Donc, on ne sait pas avec quel arbre poussent les champignons, sur quel substrat. On peut le déduire de la photo, mais c'est à géométrie variable. Puis dans le fond, l'effort est complètement reposé sur les citoyens, puis il n'en demande pas trop aux citoyens. Le FundDrive, c'est un équivalent de la Fungal Diversity Survey, mais à plus grande échelle. Ça regroupe 24 pays, de 24 universités de 24 pays. Le Danemark, c'est le centre de cette initiative-là. La Pologne joue un rôle central. J'étais d'ailleurs en Pologne récemment pour aller me faire former avec la FundDrive à l'Université de Varsovie. Et ils ont un réseau pan-européen, puis c'est financé par la grande initiative Biodiversia Plus. Puis c'est assumé par des instances gouvernementales, autrement dit. Donc, ils ont un projet scientifique citoyen de très grande envergure, soutenu par le milieu universitaire de la recherche et soutenu par les instances gouvernementales. Puis vous avez des atlas nationaux, par exemple le Danish Fungal Atlas. Les Danois, c'est un des pays pionniers en Europe concernant le suivi de la biodiversité fongique. Ils ont un excellent atlas là. Et les mycologues danois sont très réputés. Donc, on a aussi des atouts au Québec et je vais parler de Myco-Québec. Myco-Québec, c'est une base de données qui est à jour, qui est un outil d'identification avec des clés d'identification, la microscopie, puis c'est assez unique au monde. Pour avoir fait quelques voyages en Europe et aux États-Unis, ils n'ont pas de plateforme équivalente à cela. C'est un outil qui est à jour hebdomadairement, si ce n'est pas quotidiennement. C'est révisé par les pairs, par la communauté mycologique qui est très active au Québec. C'est cité à l'international. C'est un outil d'identification robuste, un outil, comme je l'ai dit, unique au monde. Puis le seul manque qu'il y a, c'est que je l'ai mis ici en bas à droite dans la présentation, c'est qu'il n'y a aucune donnée géoréférencée par défaut. Autrement dit, c'est un processus de science citoyenne aussi parce que les gens, ce sont des amateurs de calibre professionnel qui alimentent les données. C'est révisé par les autres mycologues, donc révisé par les pairs. Mais pour avoir accès aux données géoréférencées, la donnée, dans le fond, est dans les fongariums personnels des gens et c'est pas structuré. Et on avait organisé avec le Centre de biodiversité de l'Université de Sherbrooke une rencontre avec les éco-informaticiens entre le directeur de Myco-Québec et le Centre de biodiversité de Sherbrooke. Et puis, malheureusement, le Centre de biodiversité de Sherbrooke ne pouvait rien faire avec les données de Myco-Québec parce qu'il n'y a aucune donnée géoréférencée, donc aucune statistique des populations qui peuvent être faites. Donc, c'est un manque qu'on a vu avec Mycosphera, qu'on a voulu s'attaquer finalement pour compléter le portrait de la fonge au Québec. Donc, nous, ce qu'on apporte, c'est qu'on a créé un portail de sciences citoyennes qui est une espèce de iNaturalist, mais survitaminé. Moi, je vais dire ça, là.
Ça veut dire que c'est vraiment un portail de sciences citoyennes transparent qui permet d'avoir des données géolocalisées et des statistiques en temps réel et de créer des projets. Fait que, ça, c'est l'atout que nous, on apporte, la pierre qu'on apporte à l'édifice. C'est la standardisation des données pour qu'elles soient accessibles le plus possible. Parce que c'est beaucoup demandé à des scientifiques citoyens, des simples citoyens qui veulent participer à la science, mais de leur demander de prendre énormément de photos, des données sur l'habitat, ils ne connaissent peut-être même pas les types d'habitat, puis d'avoir ces données-là standardisées avec le même langage, par exemple, du milieu forestier ou du milieu de l'écologie au Québec, puis que ces données-là se parlent, qu'elles correspondent pour qu'on puisse officiellement les intégrer dans le cadre législatif québécois et même canadien. Et donc, pour ça, il faut gérer les biais, parce que la science citoyenne, c'est une solution, mais elle apporte son lot de problèmes. Ce sont les biais spatiaux et les biais taxonomiques. C'est que, autrement dit, Jonathan Casabonne l'a très bien dit, c'est les biais qui sont liés finalement autour des villes. On le voit là, ici, la représentation de l'image, c'est que la plupart des observations sont autour des routes et des chemins et ne représentent pas finalement la vraie biodiversité du territoire, parce que le nombre d'observations va être augmenté en fonction de la population des gens et la facilité d'accès des chemins. Et les biais taxonomiques, ben, ça, c'est le cœur de la problématique des champignons. Ici, vous avez un champignon, une amanite, par exemple, qui est colorié, puis vous avez les champignons qui sont un peu effacés en arrière. C'est tous les champignons qui ne sont pas regardés par les autres personnes parce qu'on ne connaît pas ces champignons-là. C'est très peu vulgarisé. Et puis finalement, ils sont peut-être juste trop petits pour les voir pour le commun des mortels. Ça, c'est un exemple, par exemple, de quelqu'un dans notre groupe qui est spécialisé sur les iphomycètes, des champignons qui font en moyenne 1 millimètre et moins de hauteur. Donc, vous avez des espèces qui, ici, vous avez l'échelle 100 microns de grandeur. 100 microns, c'est 1/10 de millimètre. Donc, c'est extrêmement petit. La plupart des espèces que vous voyez, c'est une nouvelle espèce, soit pour la science, ou soit pour le Canada ou le Québec. Donc, c'est un des biais taxonomiques, c'est qu'il faut avoir en plus dans des équipes des personnes qui se spécialisent dans ce genre de champignons-là, parce que sinon, on aura des biais taxonomiques à chaque fois qu'on fait des inventaires. Vous avez aussi un exemple, ben, c'est juste un exemple d'un des reconnaissances qu'on a eu récemment, c'est François Guay, qui est le spécialiste des petites espèces dans l'équipe, qui a récemment été récompensé par le Grand Prix de l'ACFAS, le prix canadien de la photo scientifique. C'est une nouvelle espèce au monde. On a fait de la séquençage génétique. On connaît peut-être même pas le genre. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup encore à découvrir au niveau des champignons. C'est presque quotidien, là, le nombre d'espèces qu'on peut découvrir là, au Québec. Donc, le problème de la naturaliste, je viens de le mentionner, c'est les biais spatiaux, les biais taxonomiques, le fait aussi que la donnée n'est pas nécessairement en qualité. On n'a qu'une donnée géoréférencée, tant mieux. Après ça, les données sur l'écologie, elles manquent. Puis ça, il nous faut les données sur l'écologie parce que des fois, c'est ce qui fait la distinction entre certaines espèces. Puis une étude qui était parue pour les lichens, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un naturaliste pour la lichénologie? Je transpose le problème à la mycologie. Finalement, c'est un peu la même chose. Est-ce que les algorithmes d'intelligence artificielle sont assez bons? Mais en fait, ils ne le sont pas vraiment, là. Et on va voir aussi les biais taxonomiques par rapport à ça. Je vous donne à la prochaine diapositive, je vous donne un exemple. Les cortinaires, c'est 404 espèces au Québec, c'est environ 11 des espèces connues là, du Québec. Bon, on va aller voir sur iNaturalist, 404 espèces avec les observations de 2025. C'est que vous savez comment ça marche, iNaturalist. Vous avez des observations qui sont de l'ordre vérifiable. Ça veut dire qu'ils ont une donnée géolocalisée puis ils ont au moins un taxon. Puis ensuite, pour devenir du grade recherche ou research grade, il faut qu'il y ait un deuxième utilisateur qui vienne confirmer, entre guillemets. Ce statut de confirmation-là, il ne veut rien dire pour dire que ça peut être n'importe qui là, qui le confirme. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas de connaissances pourrait confirmer à l'aveuglette certaines espèces de d'autres personnes, puis ça tomberait finalement dans le grade de recherche. Et puis, c'est pour vous dire ici, dans le graphique, on a par exemple le nombre d'espèces vérifiables. On a une belle courbe, on tombe à 1 millier dans le mois de septembre, puis on atteint seulement 230 espèces de grade recherche et qu'il faut nuancer parce que ce n'est pas nécessairement des espèces qui sont vraiment vérifiées, identifiées correctement. Ça prend la microscopie, ça prend le séquençage génétique parfois, et même là, encore là, des fois, on ne peut pas partager. Fait qu'on peut penser que c'est beaucoup plus que 77% des observations qui ne sont pas vraiment vérifiables. La même chose pour les russules, c'est encore pire. Les russules, c'est extrêmement compliqué. Le séquençage des russules du Québec ont été faits récemment par Jacques Landry et l'équipe de Myco-Québec, dont René Leboeuf. Et puis, c'est un sérieux problème. C'est que derrière un taxon qu'on croyait être une espèce, finalement, on en découvre 3, 4, 5, 7
espèces. Donc, ça devient une réelle problématique de l'étude des champignons. Finalement, on se rend compte que le problème fait que grandir pour essayer de cartographier les populations des champignons, peu importe le pays, là, la localité. Pour le Québec, ici, ça reste une problématique. Donc, l'enjeu, c'est d'avoir de la donnée de qualité. Donc, il faut se rendre idéalement à la microscopie jusqu'au séquençage génétique, d'avoir des données géoréférencées. Mais encore là, je dis la science citoyenne, c'est une solution, mais va-t-on remettre sur ce poids-là sur les épaules de gens qui travaillent déjà, puis qui on leur demande, tu sais, que c'est un passe-temps. Les gens donnent déjà beaucoup de leur temps. C'est beaucoup demandé à des scientifiques citoyens. Donc, c'est pour ça qu'à l'Ecosphère aussi, on existe et qu'on essaie de catalyser de manière professionnelle le processus. Donc, une participation citoyenne n'est pas complète en soi. Ça prend des protocoles standardisés de terrain, une vérification des données, puis l'intégration systématique de la biologie moléculaire. Standardisation des inventaires, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on a commencé à faire. On est à notre troisième inventaire à la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, dans lequel, lorsqu'on a commencé, on était une simple association, n'était pas encore créée. Puis on fait ça encore de manière bénévole à ces deux stations-là, la Grande Plaie Bleue, la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. Donc, les échelles et les coûts, évidemment, sont énormes. On fait ça sur notre temps libre et non payé. Et puis, ça rend compliqué là, les études parce qu'on n'a pas de budget pour faire l'intégration de la génomique dans ce genre de projet-là. Mais récemment, on a obtenu une subvention de Nature Québec et puis on a pu mettre en place des protocoles beaucoup plus standardisés, puis l'investissement dans des bases de données standardisées. Vous allez voir un peu ça plus tard. L'approche opportuniste, c'est l'approche qui est adoptée par notre standardisation des inventaires et c'est pas nous qui l'avons inventée parce que les champignons ne respectent pas le même type de vie que la faune et la flore. Donc, on peut pas, on pourrait faire des transects. En fait, l'approche opportuniste, c'est que c'est simplement chercher les champignons là où elles se trouvent. Là, c'est un mot compliqué pour dire que on fait juste les chercher comme un club de mycologie le ferait. Et puis, c'est une approche qui a été mentionnée dans la littérature scientifique par les Français, Pierre-Arthur Moreau, et avec aussi Grégory Mueller, qui est un des piliers là, de la conservation de la fonge à l'échelle internationale, dans un des livres pour comment étudier la biodiversité de la fonge. Donc, l'approche opportuniste, c'est simplement de faire des battues et d'aller chercher les champignons où ils sont. Parce que faire des transects, c'est qu'on pourrait faire un transect et aller vérifier pour faire des statistiques. Là, finalement, là, avoir des protocoles standardisés avec une approche aléatoire là, de parcelles. Puis finalement, tu arrives une journée, il n'y a pas plu pendant une semaine, pas de champignons. À 2 pas, il y a un étang vernal qui s'assèche. Tous les champignons sont là, mais vu que tu n'es pas dans ton transect, tu ne les prends pas en compte. Fait que ça vient biaiser un peu, là, ça rend difficile l'approche des champignons. Donc, ce qui a été conclu, peut-être l'approche la plus optimale, c'est de juste aller chercher le Wistro pour juste faire une liste de présence, finalement, avec des données géoréférencées. La standardisation, je le répète, c'est la clé. Beaucoup de données à prendre sur le terrain, in situ, prendre les données sur le chapeau, le pied, les lames, les pores, la senteur, la saveur, la réaction chimique. Il faut les apporter à la maison, les champignons, pour faire une collection, parce qu'idéalement, si on fait l'intégration de la génomique, il faut avoir une collection physique bien collectée. Puis c'est tout qu'un défi de faire suivre l'information de correspondance, que si vous avez pris des photos avec votre appareil photo sur le terrain, que vous avez 80 espèces de collectionnées en une journée, une soixantaine, vous devez écrire des étiquettes temporaires parce que vous les mettez dans un séchoir, vous les sortez du séchoir, vous devez faire correspondre des étiquettes. Donc, c'est un long processus encore pour demander à des scientifiques citoyens de le faire. Et sachez qu'au Québec, on est assez gâtés parce qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens vraiment dédiés qui le font. Et puis, la filtration des données pour les rendre standardisées. Puis, c'est vraiment là que Mycosphera tire son épingle du jeu, c'est d'essayer de standardiser le plus possible via sa plateforme de sciences citoyennes qu'on a créée pour offrir vraiment, là, on va dire, de la nourriture pré-mâchée pour les gens, pour que ça soit motivant, engageant et puis facilitant de standardiser les données. Et moi, qui est un gestionnaire des données dans Mycosphera, ça me facilite la vie là, de les gérer parce que si, par exemple, Foliota terrestris, il y a une faute de frappe, puis finalement, les habitats, quelqu'un écrit les noms en latin pour les plantes, l'autre l'écrit en français pour les plantes, comment gérer ces données-là par après, ça devient compliqué. Puis déjà qu'il y a beaucoup de temps qui est investi sur le terrain juste pour faire ça, puis la microscopie n'est pas encore comptée.
Donc, il faut essayer d'économiser du temps et de l'énergie dans le processus. Voici un exemple de standardisation. Ici, on utilise c'est des bases de données SQL finalement qu'on utilise, mais sur un front-end qui s'appelle Notion. Et puis, on a standardisé les types d'habitats, les types de substrats. Puis ça, c'est une partie des standardisations, ce qui permet de faire des statistiques beaucoup plus poussées, là. Ça veut dire qu'on peut voir par habitat le type de champignon qui pousse, par substrat le type de champignon qui y pousse. Sur Myco-Québec, par exemple, des fois, on retrouve des étiquettes qui sont saprofite, saprotrophe, décomposeur. Donc, c'est des langages qui sont pas standardisés. Puis là, on termine avec des projets porteurs. C'est que la science citoyenne, il y a déjà des très belles initiatives au Québec. C'est un terreau fertile, comme Jonathan Casabonne le dit. L'exemple du Mycobliss de Sainte-Croix qui existe depuis des années. D'ailleurs, je salue Jean-Pierre Ducruc là, qui est dans la conversation, qui est un des initiateurs du Mycobliss de Sainte-Croix avec Benoît Fortin. Donc, imaginez des projets comme ça où la science est mobilisée, où en fait, les citoyens sont mobilisés. Il y a un repas gastronomique à la fin de la journée, donc la récompense pour tout le monde. Mais imaginez qu'on séquence tout, on fait atterrir toutes les données dans une base de données standardisée et qu'après ça, on communique avec le gouvernement ces données-là. C'est le genre d'exemple que les États-Unis font et que l'Europe fait et que nous, on veut mettre en place de manière systématique. Tant qu'à avoir ce, ce momentum-là, c'est déjà ces gens qui participent à récolter les données, de mettre l'aspect scientifique remorqué là, à ces initiatives. Et quels sont nos modèles finalement? Déjà, je parlais des États-Unis puis de l'Europe, mais la Suisse, est-ce un modèle pour le Québec? L'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage, déjà là, moi je trouve que c'est un exemple, là, c'est qu'ils n'ont pas cloisonné la foresterie. Ils ont intégré plusieurs domaines à la foresterie. Ils intègrent les champignons et le suivi des populations fongiques depuis 1998 et c'est intégré à leur plan sylvicole et à leur plan d'aménagement sylvicole. C'est un exemple concret comment que les champignons ont été suivis et ça s'est fait. C'est difficile là, d'avoir autant de données, là, mais ils l'ont fait. Donc, c'est un exemple pour le Québec. Désolé. Ici, c'est un plan de cours pour 2026 à l'Université, je pense, de Genève. C'est un exemple que les champignons sont intégrés dans le cursus universitaire. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de cours à l'université au Québec? Je pense que oui, on pourrait avoir plus de cours de mycologie sur la biodiversité fongique. Est-ce que la France est un modèle pour le Québec? Certainement. L'Office national des forêts et la Société mycologique de France est partenaire depuis plus de 10 ans. C'est un exemple concret auquel la foresterie et la mycologie parlent ensemble. Et puis au Québec, n'oublions pas notre héritage. En fait, la foresterie a été intimement liée à la mycologie, ça depuis la naissance de la foresterie à l'échelle canadienne. René Pomerleau, qui est le fondateur un des plus importants centres de foresterie à l'échelle canadienne, c'est que le Centre de foresterie des Laurentides. C'est le père de la mycologie canadienne. C'est aussi l'un des fondateurs de l'Institut, pas l'Institut, mais de l'Association nord-américaine de mycologie. Et donc, c'est un exemple concret que les mycologues, aussi peu soient-ils, ont été dans l'histoire du Québec, ont eu un grand impact. Monsieur André Fortin, l'honorable Monsieur André Fortin, qui a été récompensé récemment par l'ACFAS, c'est le fondateur de l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal. C'est un expert international sur les mycorhizes. C'est un exemple concret où on a encore eu de l'innovation issue de la mycologie qui a fait rayonner le Québec à l'international. On a le père Sirard, un petit peu moins connu. Le père Sirard, c'est un grand polyporologue qui a été le mentor de Bruno Boulet, j'en parlerai dans quelques instants, qui a participé à l'inventaire des polypores du Québec. Et puis Bruno Boulet, ben, c'est un phytopathologiste, 2 fois forestier de l'année à l'échelle canadienne. Il est co-auteur de 4 livres sur les sciences forestières. Il est l'auteur sur le grand livre des polypores du nord-est d'Amérique du Nord. Et donc, c'est un exemple concret que la foresterie est intimement liée à la mycologie depuis le début, mais qu'aujourd'hui, le dialogue ne s'est pas perduré dans le temps, puis il est temps d'un retour à ce niveau-là. Rappelons-nous aussi, petite anecdote, on a eu un professeur hongrois à l'Université Laval, un vrai taxonomiste qui donnait le cours de mycologie à l'Université Laval. C'est lui qui a décrit d'ailleurs le champignon magique québécois, le premier psilocybe découvert à une échelle autant septentrionale euh, dans l'hémisphère nord. Et puis, c'est un collaborateur de Roger Heim. Ça, c'est un très grand mycologue international. Et puis, pour faire un petit peu d'histoire, je suis dans la conclusion, là. Roger Heim, c'est un monument historique de l'écologie à l'échelle internationale et de la biodiversité. C'est un chimiste dans les années 1940.
mycologue spécialisé du genre Inocible et des psilocibles, donc des champignons magiques, et était directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris, fondateur de la Charte d'écologie générale de protection de la nature. Dans les premiers mouvements d'écologie en France, c'est Roger Haim était à la base de ceux-ci. C'est lui qui a fondé l'Union internationale de la conservation de la nature, dans lequel nous, 75 ans plus tard, on est allé donner euh, une conférence sur la conservation de la fange à l'UICN. C'est son fondateur et il a été président de l'UICN dans les premiers mandats. Et il faut savoir que l'UICN s'appelait l'UIPN, Protection de la nature, parce qu'à l'époque, la conservation, c'était un modèle où on conservait la nature au bénéfice de l'homme. Et puis, Roger Ham est un fervent défenseur de la protection. Ça veut dire qu'on protégeait la nature contre l'homme. L'intervention, en ce moment, il y a des débats en conservation. Est-ce qu'on fait des cloches de verre puis qu'on isole justement la nature de l'intervention de l'homme? Roger M était un défenseur de l'UIPN. En fait, l'UICN s'appelait l'UIPN à l'époque. Et donc, c'est un exemple concret que peu de mycologues dans le monde entier, mais qui ont eu des grands impacts. Et puis, aujourd'hui, le Québec, qu'en est-il? C'est qu'à la remorque de la mycologie, nous, on défend la conservation, la science citoyenne et l'éducation environnementale. Est-ce que le Québec, la mycologie québécoise peut remorquer d'autres sujets? La conservation, le mycotourisme et les mycotechnologies à la remorque de la mycologie. Il faut savoir que cette année, il y a eu une délégation européenne de l'Institut européen de mycologie qui est venue de remettre la première certification nord-américaine au Kamouraska mycologique qui développe une filière de développement régional sur le mycotourisme. C'est un exemple concret que la mycologie peut mener à des retombées à la fois culturelles et économiques. C'est une manière de dynamiser les territoires autrement dans une foresterie qui est en crise en ce moment, qui se remet en question. On parle des fois de peut-être pas mettre les œufs tous dans le même panier s'il y avait 20% du terroir forestier qui était pourvu par le mycotourisme. Peut-être qu'on serait peut-être pas aussi en crise qu'on l'est aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a des études en Suède puis en Finlande qui ont été faites que les valeurs de champignons, la valeur de champignons dans le bois est plus élevée que la valeur en ressources ligneuses. Donc, c'est un exemple qu'on pourrait s'inspirer là, puis de développer la filière du mycotourisme au Québec. Bioptère, c'est un CCTT, Centre collégial de transfert de technologie, qui a un département en mycotechnologie. Ils font l'inventaire des champignons du golfe du Saint-Laurent, donc les champignons aquatiques, pour rechercher des nouveaux médicaments. Ils font aussi des enzymes fongiques pour dégrader des polluants éternels grâce aux enzymes de champignons. Les champignons, c'est des sols qui sont capables de dégrader le bois. Le bois, c'est une matière ligneuse qui ressemble à des hydrocarbures. Euh, Récemment, nous avons été invités au Congrès international du mycotourisme en Espagne. Et donc, pour parler du modèle de mycosphère de sciences citoyennes, comment on peut apporter au modèle du mycotourisme en Espagne. L'Espagne, c'est le pionnier au monde du mycotourisme. C'est 65 millions d'euros de retombées de recettes fiscales pour une seule région qui est Castilla et Léon. Puis on a une chercheuse de l'Université de Montréal qui a fait une étude récemment sur le modèle mycotouristique du Québec en 2024. Puis elle démontrait qu'on détient des atouts matures et forts pour développer ce modèle-là. Mycotourisme, mycotechnologie, conservation. Ça pose la question, est-ce que le Québec peut devenir un leader mondial dans le futur grâce à son terroir puis à sa riche histoire en mycologie? Comme je le mentionnais, les clubs de mycologie sont très actifs au Québec. On a l'implantation de Myco-Québec qui est unique au monde. On a un écosystème de recherche et d'entrepreneuriat dynamique. On parle d'incubateurs d'entreprises comme l'Esplanade Québec ou le MT Lab, le pôle d'innovation en tourisme durable. On a les CCTT comme Bioptère. On a un réseau d'universités qui est extrêmement fort en recherche. On a des organismes de conservation très actifs, le RMN, SNAP Québec, Nature Québec. Désolé s'il y a d'autres organismes de conservation dans le chat qui sont là, mais il y en a beaucoup. Le territoire est immense pour les champignons. Il y a une étude de la SPOON, la Society of Protection for Underground Network, qui a sorti récemment que le Québec était un hotspot de biodiversité pour les ectomycorhizes à l'échelle internationale. Donc, on a cru bon que la biodiversité se cachait que dans les tropiques à cause de la diversité des plantes et des animaux, mais finalement, on se rend compte que les ectomycorhizes sont plus diversifiés dans les milieux boréaux que dans les milieux tropicaux. Et donc, ça pose la question, est-ce qu'on protège réellement notre diversité au Québec si on ne prend pas en compte les champignons? Gastronomie maintenant reconnue à l'international avec nos étoilés Michelin qu'on a eu au Québec. J'étais accompagné en Espagne du chef de l'Auberge Saint-Mathieu, première étoile verte Michelin au Québec. Puis c'était le seul chef québécois qui présentait au congrès du mycotourisme. Puis il y avait des 3 étoiles Michelin qui étaient là-bas, là. Donc, la gastronomie québécoise est rendue mature, elle est rendue prête. Les champignons ont un rôle à jouer aussi à ce côté-là.
Et Mycosphéra a un réseau stratégique, connexion aux États-Unis, en Pologne, en Espagne, en France et maintenant au Royaume-Uni. On a un partenaire au Royaume-Uni. On est partenaire de la Fundive, soit dit en passant. Donc, c'est là on vient s'incruster à l'intersection de plusieurs facettes de la mycologie au Québec pour essayer de créer un momentum organisé, puis de mettre les champignons au goût du jour et de faire reconnaître la fange. Donc, moi, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est allez-vous aussi adopter un langage qui reconnaît la fange? C'est une manière de nous aider, mais de nous aider globalement, la biodiversité, c'est d'adopter un langage inclusif qui utilise le mot fange systématiquement lorsqu'on parle de faune et flore. Ça permettrait là, de mettre la table là, pour avoir un dialogue renouvelé. Donc voilà, ça conclut notre présentation. Merci. Ben, merci beaucoup, Mathias. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette belle présentation. Je pense que je vois les réactions des gens. Les gens sont ravis et c'est parfait. Avant de passer à la période de questions, vous avez partagé pas mal de liens, hein. Donc, je vais mettre ça dans le chat. Donc, vous pouvez aller voir sur le site Mycosphéra. Vous pouvez devenir membre, vous abonner aussi à leur infolettre, les suivre sur les réseaux sociaux, puis aller voir leur magnifique portfolio. Donc voilà. Puis je vais partager mon écran aussi parce que j'ai deux, trois trucs à vous dire également. On prendra deux petites secondes. Mais comme vous le savez, ce webinaire était le dernier de l'année. Le calendrier des Midi Conservation 2026 déjà en préparation et nous vous réservons quand même j'espère, une programmation tout aussi passionnante que celle de 2025. Un petit aperçu, une première conférence confirmée sera celle de Canard et Limites Canada qui nous présentera leur outil pour mettre en lumière leur travail de protection des milieux naturels. Donc, restez donc à l'affût pour ne rien manquer de ces midis conservation. Dans le chat, vous avez l'infolettre aussi du RMN et nous suivre sur les réseaux sociaux. Puis si vous voulez nous soutenir également, vous pouvez par divers moyens présentés ici. Donc, sans plus attendre, on va passer à la période de questions. Il y avait des mains levées, il y avait quelques questions dans le chat. On va commencer par celle, dans la boîte QNR, pardon. On va commencer par celle dans la boîte QNR. Donc, une première question vient de Mélodie Lioré. Bonjour, j'ai observé un développement récent du mycotourisme. Tu en parlais, Mathias, surtout en Bas-Saint-Laurent. Je voudrais savoir si Mycosphéra est impliqué dans la formation en mycotourisme non certifiée développée par le Cégep de la Pocatière. Merci. Donc, on n'est pas directement impliqué avec cette certification-là. Mais par contre, notre Bioptère, c'est un de nos partenaires, puis le Kamouraska mycologique, c'est un partenaire en devenir. Donc, nous aussi, à travers la conservation, en parlant des enjeux des champignons comme élément central, on remorque le mycotourisme et vice-versa. Ce que le Kamouraska mycologique fait en développant le mycotourisme, ça remorque aussi les enjeux de conservation si on parle de champignons. Et donc, on n'est pas à l'heure où on se parle directement impliqué avec le cégep de la Pocatière. Par contre, dans notre équipe Noyau Proche, on a un professeur du cégep de la Pocatière dans notre équipe. J'étais en communication avec Pascal Malenfant pour de la coopération. On organisait l'exposition muséale pour le festival, puis on est en pour parler pour l'organiser aussi l'année prochaine. Donc, les vases communicants les canaux de communication sont ouverts, les vases communicants sont nombreux. Et puis, on est déjà partenaire de Bioptère pour un projet d'intégration génomique là, pour le séquençage génétique des champignons. Donc, c'est une question de temps, là, je pense, là. On est intéressé, autrement dit. Ok, parfait. J'espère que ça répond à votre question. La prochaine nous vient de Sarah Chabot. Bonjour, je me demande quelle part des espèces de champignons sont dans la serre microscopique et ou invisible. Exemple, certains champignons sont à l'intérieur même des feuilles d'arbres. Jonathan, tu peux. Je peux répondre, ouais. C'est une très bonne question, là. C'est le genre de question qui est débattue depuis des dizaines et dizaines d'années, à savoir, de manière générale, c'est quoi le nombre d'espèces champignons qu'il y a, mais a fortiori, c'est quoi le nombre d'espèces qu'on considère genre visibles à l'œil nu, là, les macro-champignons, versus tous ceux qui sont invisibles
à l'œil nu ou qui forment des appareils reproducteurs trop petits pour qu'on puisse les voir. Ce que je me souviens, c'est il y avait une étude, mais c'était en 2006, et qui avait tenté d'estimer c'était quoi le nombre d'espèces à l'échelle mondiale de champignons visibles, donc macro-champignons. Ça tourne autour de 20 000 espèces. Donc il y en a plus qui ont été décrits depuis ce moment-là. Les estimations qu'ils avaient fait on connaît 20 000 espèces de macro-champignons, et ça serait quoi, pareil, le nombre réel d'espèces de macro-champignons qu'on n'a pas encore découvert. Et les estimations tournent autour de, ça peut être 30 000, 50 000, j'ai même vu des fois 100 000. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes. On en connaît donc au moins 20 000, sans doute 25 000, 30 000. Mais c'est ça, c'est une petite part. Dans les chiffres que j'ai donnés, là, mettons 2,5 millions d'espèces de champignons de manière générale sur la planète. Et ces chiffres sont, encore une fois, sans doute sous-estimés. Les macro-champignons, ce qu'on voit à l'œil nu, sont une petite partie. Une petite partie de ces millions d'espèces estimées, puisque beaucoup de ces espèces dans ces chiffres-là, 2,5 millions ou autres. Il y en a même qui estiment que ça pourrait être 11 millions. La plupart sont justement invisibles à l'œil nu. Et il y en a une bonne partie aussi qu'on n'a jamais encore vue en tant que telle. On les a détectés indirectement via leur ADN qui est présent dans le sol. Donc c'est tout un champ, justement, c'est tout un champ bien complexe. Mais voilà, pour répondre à la question, c'est ça à peu près les chiffres et le ratio que l'on connaît actuellement. Juste pour rappeler, les 3500 espèces là que j'avais mentionnées de ce qu'on connaît au Québec, c'est pour la plupart, pas que, mais les trois quarts, c'est des macropigons. Il y a une millimètre, donc Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Sarah. Il y avait une sous-question de Sarah par rapport aux inventaires de type opportuniste, notamment sur les champignons invisibles. Est-ce ils ne seraient pas laissés pour compte? Euh, Ben, tout à fait, sont laissés pour compte les champignons invisibles. Autrement dit, c'est l'enjeu du financement. Autrement dit, il n'y a aucun financement disponible en ce moment officiellement au niveau gouvernemental pour directement faire des inventaires de suivi de biodiversité fongique. Déjà là, il faudrait avoir du financement gouvernemental. Le seul qu'on a réussi à obtenir, c'est un partenaire de Nature Québec qui nous a fait une passe là, tu sais, pour faire ça. Après ça, le reste des inventaires, on les fait bénévolement. Donc, si on est bénévole, on peut pas justifier des coûts astronomiques, je veux dire, d'efforts de terrain pour aller faire des projets qui demandent littéralement des installations de laboratoire. Par contre, nous, le but, c'est qu'on veut on veut être un des premiers projets au Québec à développer l'intégration de la génomique avec Oxford Nanopore. Puis on a déposé un projet à Génome Québec avec Bioptère. Si on l'obtient, on aura 2 ans de plateforme de développement pour développer des prototypes qui est vraiment calqué sur ce que la Fondae fait, qui utilise systématiquement la technologie d'Oxford Nanopore et les Américains. Et ouais, les Américains et les Européens sont en train sont en train de le faire en ce moment. Ils font des échantillons de sol. Donc, à ce moment-là, dès qu'on a accès au séquençage génétique, puis qu'on fait de l'ADN environnemental, on peut aller explorer cette facette cachée de la biodiversité. Mais évidemment, ça demande des laboratoires, ça demande des gens qui travaillent à temps plein là. Dans ces projets-là, tant qu'il n'y aura pas de financement euh, pour la biodiversité fongique, ça va être difficile d'adresser ces enjeux-là. Il faut y aller étape par étape. On commence avec les macromycètes. Déjà là, dans l'équipe, on a quelqu'un qui est spécialisé sur les micromycètes. Puis en plus de ne pas faire on ne fait pas nécessairement de l'ADN environnemental, mais on les cherche sur le terrain. Fait que c'est quand même un effort remarquable. Puis on fait la microscopie, le séquençage, on les envoie au séquençage, mais il faut y aller par étapes, là, et avec les ressources qu'on a. Parfait. Sarah me dit que ça répond, donc merci pour ta réponse. Il est déjà 1 heure, mais il nous reste encore 4 questions. Je vous propose quand même de passer dessus. Donc, nous avons une question de Edith Guillermont. Bonjour, concernant la protection juridique des champignons, qu'est-ce qui manque concrètement au Québec et au Canada? Est-ce que le mécanisme d'attribution d'un statut de précarité vous paraît suffisant ou est-ce qu'il y aurait d'autres mesures à adopter, comme les inclure dans les caractérisations, par exemple, afin Enfin, que recommande l'IUCN à propos de l'encadrement juridique pour protéger ces champignons? Merci. Oui, bah, est-ce que tu veux y aller, Jonathan? je peux commencer, je te laisserai compléter Mathias. C'est ça. Alors, attendez, si je retrouve la question, c'est ça. Donc, pour l'une des choses alors, qui manque au Québec, ben,
Mathias l'a mentionné à la fin, et je l'ai mentionné à la fin de ma présentation aussi. Bon, on l'a vu, il y a plein d'enjeux liés déjà à accumuler de la donnée. Bon, ça c'est quelque chose, mais quelque chose qui peut être fait où c'est à la fois un acte symbolique, mais qui également peut avoir de grandes répercussions, c'est que les champignons, donc la fonge en tant que telle, soient inscrites, présentes, genre puissent tomber sous le coup de la loi, mettons, qui protège les espèces menacées et vulnérables. Bon, ça voudrait dire avoir une loi qui s'applique à la faune, à la flore et à la fonge. Et le fait d'avoir un terme, justement, le terme fonge ou fonga, ça a vraiment, en 2018, été proposé. C'est pour avoir un terme qui soit équivalent qui veulent dire à peu près la même chose que faune et flore, pour avoir un terme qu'on puisse utiliser dans les textes de loi. Parce que comment dire, les arguments derrière ça, c'est qu'une partie quand même de la conservation de la biodiversité des champignons en particulier passe d'abord et avant tout aussi par le langage. Dans le sens, comment protéger quelque chose dont on ne reconnaît même pas l'existence déjà dans notre langage quotidien. Donc avoir ce terme-là déjà et le mettre dans les textes de loi, ça permet d'avoir une meilleure représentation, sensibilisation des champignons pour tous les acteurs de la société, mais également avoir le terme fonge dans des textes de loi, ça, de manière du doigt quand même, ça facilite quand même la levée de fonds. Ensuite, pour avoir des projets financés, pour accumuler de la donnée, faire des trucs de sensibilisation, etc. Donc ça, c'est une première chose, et c'est notamment ce que l'IUCN, alors l'IUCN ont un comité sur la conservation des champignons avec différents sous-groupes qui travaillent à faire des évaluations d'espèces. Et justement, sont l'un de ses directeurs, Gregory Muller, qu'on a eu la chance de faire justement le panel à Abu Dhabi, on l'a fait avec lui notamment. Et c'est une des choses qu'il recommande quasiment à chaque fois qu'il prenne la parole, c'est justement de reconnaître d'un point de vue législatif, la fonge, déjà, ça pourrait être une première étape, mais c'est pas suffisant en tant que tel. Il faut aussi qu'il y ait également des fonds, des experts, etc., qui suivent pour accumuler la donnée. Voilà un début de réponse. Tu veux rajouter quelque chose, Mathias? Oui, oui, parce que la question, dans le fond, des espèces menacées vulnérables, elle est basée, normalement, rapport espèces sauvages est basé sur les recommandations du COCEPAC, si je ne me trompe pas, si je le dis comme il faut. COCEPAC se base sur les travaux de l'UICN. Puis l'UICN, c'est un organisme européen, comme je l'ai mentionné, c'est Roger M qui l'a fondé, puis qui est européen centré, mais aussi tropico-centré, puis, tu sais, dans le fond, les hotspots classiques qu'on connaît. Puis dans le fond, l'Amérique du Nord, un gap, c'est reconnu là, à l'UICN, que pas beaucoup d'efforts qui étaient déployés en Amérique du Nord de l'UICN. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez NatureServe. NatureServe est comme une espèce d'organisme de conservation, pas un organisme de conservation, mais d'attribution des statuts équivalent à l'UICN, qui n'a pas le même poids que l'UICN, mais qui est juste consacré à l'Amérique du Nord, dans le fond, Canada, puis je ne sais pas Mexique, mais Canada, puis États-Unis. Puis NatureServe, on a l'organisme NatureServe Canada, NatureServe USA. Et puis récemment, NatureServe ont engagé leur première mycologue, Jessica Allen, cette année. Dans le fond, ils ont un premier poste de mycologie chez NatureServe. Fait qu'ils ont une volonté d'intégrer les champignons chez NatureServe. Et NatureServe a une méthode d'évaluation des risques qui est différente de l'UICN. Puis NatureServe, dans le fond, ce qui plaide, c'est que, un, il y avait un gap. Dans le fond, l'UICN ne s'occupait pas de l'Amérique du Nord, pas assez. Fait qu'ils ils ont pris la balle au bon. Et puis, ils ont une méthode d'évaluation des risques qui est différente. Dans le fond, c'est l'approche du poids de la preuve, contrairement à l'UICN, qui est l'approche de seuil rigide. L'approche de seuil rigide, c'est finalement, peu importe les critères, le critère avec l'extinction de risque le plus élevé, dès qu'il est franchi, tu tombes en liste rouge. Tu tombes dans la liste rouge espèce si un seul des critères est franchi, qui est considéré comme un critère élevé. Là. Et l'approche du poids de la preuve, finalement, c'est une pondération des critères de NatureServe, c'est une pondération de l'ensemble des critères avec une pondération qui diffère selon le risque. Par exemple, la rareté est hautement pondérée là, si une espèce est extrêmement rare, ça va avoir une grosse valeur dans le calcul. Puis c'est réputé plus solide l'approche de NatureServe que l'UICN. C'est deux approches complémentaires. Les canaux de communication sont ouverts entre les deux organisations. Ils collaborent. Fait que si un jour NatureServe met une espèce menacée, ils vont travailler avec l'UICN pour qu'il y ait une forme de correspondance ou qu'il y ait un dialogue. Mais nous, on travaille plus étroitement avec NatureServe parce que sont sur le territoire canadien. Puis, mais vois-tu, la liste des espèces menacées suggérées par NatureServe, il y en a beaucoup d'espèces qui sont classées critiques là, en fait, au Québec, selon NatureServe, puis ne sont pas sur la liste de l'UICN, par exemple. Puis je ne sais pas à quel point le COCEPAC prend au sérieux ces initiatives-là. C'est une question ouverte.
Juste pour Merci. finir, à rajouter un tout petit truc très rapidement, tu as mentionné Mathias le COSEPAC, et je crois que c'était une des questions, ou qu'en tout cas je l'ai vu passer dans le chat. C'est justement au sein du COSEPAC, au niveau de la structure, il y a des sous-comités qui travaillent avec justement sur des groupes particuliers. Par exemple, il y a un sous-comité pour le cas des lichens, ça en prend un. C'est notamment pour ça qu'il y a entre autres aussi des lichens. Mais par exemple, il n'y a pas encore de sous-comité vraiment pour les macro-champignons au sein du COSEPAC. Voilà, je voulais juste mentionner ça. Oui, très bien. En effet, c'est la question de Harold Lavoie. Il faudrait que le COSEPAC inclue les macro-champignons non lichénisés au Canada. Y a-t-il des pressions qui sont faites à ce sens? Je sais pas si tu Ouais. voulais rajouter quelque chose. C'est nous qui c'est rendu nous qui faisons les pressions. Puis on était récemment au congrès de l'Association des biologistes on a donné une conférence sur la conservation de la fange. Donc ça, c'était une belle opportunité que la directrice générale de la BQ nous a donnée. Et puis, lors de cette conférence-là, lors du congrès, c'était il y a 3 semaines, il y avait une question ouverte que moi j'ai posée au ministère. Il y avait deux représentants des espèces menacées vulnérables du ministère de l'Environnement du Québec pour savoir est-ce que la fange serait inclue. Évidemment, je posais la question, mais poser la question, c'est y répondre, c'est qu'ils n'étaient même pas au courant de ça, tant de ça. Par contre, une des personnes responsables est venue me voir et puis elle me dit, est-ce que c'est vous qui avez écrit la lettre dans le Devoir l'année dernière? Donc, on a appris dans le fond que la lettre qu'on avait signée, qui avait été signée par 70 chercheurs à l'échelle canadienne et internationale, elle s'était rendue dans le bureau du ministère là, des espèces menacées et vulnérables. Donc, c'est le genre de geste qui peut faire la différence, qui sensibilise, et elle nous a dit, cette personne, comment procéder pour soumettre les premières espèces à protéger au Québec. Elle nous a ouvert la porte pour dire, tu contactes telle personne, tu nous donnes telle information, puis il serait prêt à poser les gestes pour inclure les champignons. Et on a deux idées en ce moment qui est en cours avec Mycosphera, c'est qu'on est en train de préparer une nouvelle lettre qui va être signé par des organismes de conservation. D'ailleurs, ça se peut qu'il y en ait dans le groupe qu'on approche pour plaider pour la reconnaissance de la fange, pour inclure quand que les organismes de conservation parlent de faune de flore, qu'ils incluent systématiquement la fange dans un momentum international. C'est déjà, le Chili le fait déjà, le Jardin botanique royal de Londres le fait. Ça, c'est une chose. Puis, ben, c'est un plan d'action qu'on a là, finalement. Je me rappelle plus de la deuxième idée, mais on va se concentrer sur celle-là. Ah bah, vous nous tiendrez au courant de cette lettre, là, qu'on puisse la diffuser comme il faut. Merci, merci. On a encore des questions qui sont rajoutées, mais je vous propose de finir avec deux questions, puis le reste, on y répondra. Vous recevrez un courriel avec le reste des questions. Donc, prochaine question qui nous vient de Marc Bichaille. Bravo pour tout le travail réalisé jusqu'à présent. Et la question, c'est quel rôle voyez-vous actuellement et à l'avenir pour les connaissances autochtones? Ouais, c'est une bonne question. Et nous, on est très ouverts à toute forme de transmission de savoir bidirectionnelle, autant que nous, on a les connaissances taxonomiques, tu sais, qui est difficile à obtenir, là, euh, donc, prêt à transmettre ce genre de connaissances-là et prêt à recevoir leurs connaissances qu'ils ont du milieu de ce qui est communément accepté ou comme c'est qu'on ne connaît pas leur usage qu'ils ont des champignons. Les lichens, c'est peut-être un petit peu différent. Certaines communautés utilisaient les lichens en teinture. La teinture des champignons, ça fait longtemps que c'est utilisé. Après des cataplasmes de champignons, beaucoup de champignons qui produisent des métabolites antibactériens. Donc, on utilisait des fois des cataplasmes de champignons avant même qu'on d'apprendre à les consommer. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'apparemment, selon les communautés, c'était pas très, c'était de la nourriture pour les animaux, là. Moi, c'est ce que j'ai entendu dire. Il faudrait voir là, avec les communautés autochtones, ça doit être tellement diversifié, il doit tellement avoir de, tu sais, il y avait des transmissions orales. Est-ce que ça s'est perdu? Est-ce que c'est juste qu'on leur a jamais demandé? Euh, Fait que c'est à voir, mais c'est un beau sujet d'étude, puis d'aller explorer à quel point ils les utilisaient, ils les observaient, à quel point ça faisait partie de leur culture. Moi, je trouve que ça serait un beau créneau à explorer, donc très ouvert à explorer cette voie. Puis quand j'étais à l'ABQ, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille pour l'Institut du développement durable des Premières Nations. Et puis, elle allait glisser un mot sur notre organisation. Donc, tu sais, si ça peut catalyser la reconnaissance de la FONGE, ça peut catalyser comme un dialogue à l'interne au sein des Premières Nations pour voir, eux, essayer de rapatrier l'information qu'ils ont au niveau des champignons, là. On serait bien content de pouvoir
dialoguer avec eux. Fantastique. Une dernière question, puis on achèverait parce qu'il est déjà 13h11. Donc, Étienne Béniaud qui nous dit bonjour, est-ce que vous savez s'il y a des pourparlers auprès des gouvernements fédéral et provincial pour pousser à adopter une loi pour protéger les champignons? Euh, on a appris que oui, parce que quand on était à Abu Dhabi, on a rencontré Jacob Martin Malus, là, qui est le sous-ministre adjoint en environnement, donc c'est comme la personne la plus haut placée après le ministre de l'Environnement lui-même. Donc, on a pu plaider, là, on a eu une rencontre en privé avec lui, donc on a pu plaider pour notre cause de la conservation de la fange. Là, il y a eu la lettre dans le devoir, puis apparemment, on a eu des échos que ça se parlait. Puis David Savoie, le journaliste qui a fait un article avec une interview avec Jonathan Casabonne, puis Grégory Muller, qui est le directeur de l'UICN au niveau de la Fungal Conservation. Euh, David Savoie a réussi à parler à des gens du ministère provincial et fédéral. On ne sait pas qui, mais apparemment, le dialogue est ouvert, là. Donc, on espère qu'effectivement, le message a été entendu, puis que ce genre d'initiative-là que le RMN nous a donné, ce canal de communication-là avec vous aujourd'hui, ben, c'est toutes des initiatives qui sont dans un momentum. Quand je disais une vague qu'on est en train de créer, de surfer, ben, c'est actuel et en ce moment. Et puis ça permet plus on en parle, plus qu'il y a des articles dans Le Devoir, dans Radio-Canada. On a eu 4 entrevues environ à la radio depuis à CBC, autant dans le milieu anglophone. Là, apparemment, le RMN nous a offert une porte avec le réseau canadien en conservation dans le milieu anglophone pour aller avoir ce dialogue-là aussi. Donc, moi, je pense que oui, c'est sur une bonne lancée, mais je n'ai pas plus de détails. Merci Je voudrais beaucoup. juste, Oui, si on a juste 2 minutes, juste oui, pour oui, bien compléter sûr. très très rapidement sur ça, justement pour compléter la question, dans ma présentation, j'ai parlé au tout début de ma présentation du plaidoyer pour la conservation des champignons qui a été présenté lors de la COP 16 par le Royaume-Uni, le Chili et la Fungi Foundation. Et je vous avais dit justement, donc actuellement, il y a 13 pays signataires de ce plaidoyer qui va être donc rediscuté lors de la COP 17. Actuellement, je sais justement qu'il y a des discussions, notamment avec des personnes du réseau qui s'appelle CanFundNet, c'est le Canadian Fungal Network, donc c'est le réseau à l'échelle du Canada qui rassemble un peu tous les chercheurs en mycologie. Et justement, celle qui dit, entre autres, qui est à la tête de ce réseau, Alison Walker, j'ai eu des discussions avec elle et elle me disait qu'il y a des pourparlers actuellement pour voir si le Canada allait signer ce plaidoyer pour la conservation des champignons lors de la première COP. Donc, affaire à suivre. Ok, merci pour cette précision. Il y avait quand même deux mains levées que j'ai peut-être oubliées, je m'excuse, donc je propose quand même si vous êtes ok, Mathias et Jonathan, de prendre la question. Oui, oui, Vous ça avez- me fait plaisir. je ne sais pas si Michel Michaud, je vais vous permettre de parler. Est-ce que vous êtes encore parmi nous? Vous pouvez désactiver votre micro et parler? Michel, c'est un partenaire de notre Ah, projet. On fait des inventaires à la Grande Plaie Bleue. est-ce que Michel, vous êtes encore là? Le micro est fermé, Michel, si jamais. Ouais, vous pouvez activer votre son. Je pense que je peux le faire aussi Mais je pense qu'il a la main levée depuis longtemps, Michel, fait qu'il l'a juste pas enlevé. Ok. Prenons l'autre question. Oh, et puis ben, la personne qui a levé sa main. Non, Ah, je m'excuse, ah, là, j'ai pas de questions, c'est bien. C'est parce que mon micro était vraiment déconnecté. C'est bien. Ben, félicitations pour vos 2 présentations, là. C'est excellent, là. C'est très instructif et continuez dans votre lancée, sur votre lancée. Ben, ça fait plaisir. Merci de nous avoir offert la chance aussi de faire des inventaires à la Grande Plaie Bleue, là. On est très contents là, de justement des milieux comme ça, là. Juste un mot sur les inventaires, mais on en fait justement à la forêt de Seigneurie de la Binière. C'est Nature Québec qui nous a mandaté d'en faire là-bas. Tu sais, c'est un grand territoire, Jean-Pierre Ducreux, je ne sais pas s'il est encore dans la conversation, mais tu sais que ça fait longtemps qu'il essaie de protéger cette forêt qui est la plus grande forêt du bassin, ben, du contrefort des Appalaches là, qui est encore intact, là, même si c'est de l'exploitation forestière, mais tu as des écosystèmes rares là, qui sont là. Fait que c'est un plaisir de faire des inventaires là-bas. Puis à la Grande Plaie Bleue, mais il n'y a pas beaucoup de champignons qui sont répertoriés dans les tourbières. Donc, c'est d'avoir de l'échantillonnage qui sont dans des lieux à haute valeur écologique, c'est des bonnes opportunités. Donc, merci, Michel. Merci, Michel. merci beaucoup. Ben, je mettrai fin à ce webinaire si vous êtes OK. Les questions, Mélodie, Léoré, Yves, Dionne, vous en faites pas, elles seront répondues par courriel.
Et je voulais vous souhaiter, je voulais déjà remercier énormément Mathias et Jonathan pour votre vraiment présentation. C'était super intéressant. Je crois que plusieurs d'entre nous auront peut-être une petite pensée pour vous quand des champignons arriveront dans nos assiettes pendant les repas des fêtes. En tout cas, pour ma part, ça va être le cas puisque j'ai une petite faiblesse pour les morilles. Donc, je penserai à vous. Merci à tout le monde aussi d'avoir été présent à ce dernier midi conservation de l'année. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très très belles fêtes de fin d'année et une excellente fin de journée. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.